Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jules, bienvenue dans le podcast. Bonjour Justine. Je te laisse te présenter toi et tes activités professionnelles. Alors, je m'appelle donc Jules Giaconelli. Je suis chanteur, compositeur, réalisateur, producteur, éditeur. Voilà, j'ai un certain nombre de casquettes qui sont toutes orientées autour du domaine de la musique. Et tu as commencé à quel âge à faire de la musique Alors, j'ai commencé la musique très jeune vu que j'avais 4 ans. Ah ouais. Ouais, on m'a mis, j'ai vraiment, on peut dire que je suis né dedans, quoi. Ah ouais, pour le coup, ouais, c'est super Exactement. jeune. Et comment ça se fait? T'avais des parents musiciens, une famille d'artistes ou c'est Famille venu tout seul? d'artistes, parents, papa musicien et maman danseuse, D'accord. un peu musicienne aussi. Donc très rapidement, j'ai été familiarisé avec la musique, la culture, et on m'a mis au... Alors, je sais plus exactement, c'était pas le conservatoire, mais j'ai commencé le violon dans une école de musique à 4 ans. Et c'est toi qui avais choisi le violon comme C'est instrument? moi qui avais choisi le violon, exactement. Ah, c'est rigolo, à 4 ans quand même. Bah, on m'avait dit, tu veux faire quoi? Et puis, je crois que j'ai même pas hésité. Hein. Ça remonte, hein. C'est des souvenirs un peu indirects que j'ai. Mais c'était violon, j'aimais bien cet instrument et ça a duré quand même plus de 10 ans. D'accord, et après, t'as fait d'autres instruments en même temps que ça ou tu t'es vraiment concentré que là-dessus au départ? La chance avec le violon, c'est que c'est un instrument qui est tellement compliqué. Quand on arrive à franchir quelques étapes de cet instrument, c'est assez facile après d'apprendre la guitare, le piano. Enfin, disons que j'ai plus de facilité. Vu que techniquement, ça demande un peu moins de compétences. J'ai l'impression, sans vouloir, voilà. Mais disons que très rapidement, je me suis rendu compte que moi, ce qui me passionnait plutôt, c'était la musique dans sa globalité, et pas nécessairement l'instrument. Donc, je joue de pas mal d'instruments différents, que ce soit de la batterie, du piano, du violon. J'ai fait de la contrebasse, de la basse. Il y a plein de guitares autour de toi, comme tu vois dans mon studio. Mais je n'ai pas un grand niveau technique. Mais j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir poser mes idées quand je compose, quand je crée de la musique. Donc c'est ce qui compte pour moi en fait. Et t'as commencé dans quel ordre à faire les autres instruments? Ça arrivait petit à petit? Tu te disais que t'allais en faire plein ou c'était à chaque fois tu disais allez un peu plus? C'était un peu allez hop un de plus sur la liste. Non, ça s'est fait assez naturellement comme je te le disais. Donc mon père est musicien et lui sa spécialité c'est la guitare. Donc d'abord la guitare vers 15 ans. La guitare, c'est quand même assez proche de la basse, donc après la basse, mais en même temps, le piano, si tu fais pas de piano, c'est difficile de faire de la musique sur ordinateur, qui est vraiment un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai commencé même quand j'avais 12-13 ans, déjà, il y avait des logiciels sur... après, tu vois, il y a GarageBand qui est quand même accessible, mais à l'époque, je sais même pas s'il y avait vraiment GarageBand. Ouais, je suis pas certaine. Ouais, ou c'est arrivé à peu près à cette époque-là, donc il y a une bonne dizaine d'années. Et donc voilà, les instruments venant au fur et à mesure jusqu'à... moi, j'ai eu mon bac après. Pour revenir un peu en arrière, j'ai eu la chance de faire une école à horaire aménagé, ce qui m'a permis de faire quand même plein d'activités extrascolaires la moitié du temps, que ce soit le violon, j'ai fait de la danse, j'ai fait plein d'activités, voilà, du karaté, du sport, etc. Donc c'était quand même... très très cool. De l'orchestre, j'ai arrêté ça quand j'avais 15 ans. Et après, jusqu'à mon bac, voilà, j'ai un peu, comme je te le disais, guitare, etc. Bac, à ce moment-là, je postule pour une école de musique qui s'appelle Berklee, qui est à Boston. Je suis accepté pour cette école de musique, donc je me retrouve parachuté dans le Massachusetts aux États-Unis. À 18 ans, quoi. Ouais, à 19 ans. 19 ans, vu que j'ai eu une année, pareil, un peu... j'ai eu une année où j'étais DJ à Paris. Donc, énorme. ça a contribué aussi à mon apprentissage de la musique dans sa globalité, que ce soit la musique électronique, en l'occurrence. Et donc, parachuté à Berklee un an plus tard, où vraiment je suis arrivé là-bas en me disant...
Moi, ce que je veux, c'est être guitariste de studio. Métier qui, depuis, a quasiment disparu parce que tout le monde fait de la musique chez soi et c'est quand même assez rare que tu fasses appel à des musiciens juste spécifiquement qui ne font que ça, qui sont que des bassistes, que des guitaristes, etc. Il y a quelques survivants encore, mais c'est un métier très compliqué. Et en arrivant là-bas, donc j'avais cette idée en tête et ma deuxième idée que j'avais, c'était d'être arrangeur. Donc, tu vois, mon rêve, c'était de pouvoir arranger des cuivres, des cordes comme si c'était pour Sinatra, quoi. C'était vraiment un truc dont je rêvais. Et puis, en arrivant là-bas, je me rends compte du niveau extrêmement élevé de tous les instrumentistes, où là, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est mon plafond de verre technique que je me suis un peu pris à ce moment-là. Et puis, j'ai compris quand même quelques temps après que c'était pas forcément ça qui faisait de toi un grand musicien. Donc, mais ça faisait partie de mon apprentissage aussi, de passer par là et de me dire, ah, quand même, ils vont tellement vite à faire leur gamme, alors que moi, bon, bah, je me débrouille, mais je suis quand même assez lent. Et puis, voilà, et là-bas, disons que, du coup, guitariste de studio, ça s'est un peu mis de côté naturellement, au profit d'arrangeur, qui vraiment définissait bien, parce qu'en plus, tu as une approche globale sur la musique. C'est quand même un contrôle super que tu peux avoir sur tous les instruments. Enfin, c'est très intéressant de mettre vraiment. Tu as une chanson en général quand tu es arrangeur et derrière tu l'ornementes en fait. Voilà. Ouais, tu la rends encore plus belle. Voilà, mais il faut que la chanson soit belle quand même. Ouais. Et puis moi, je fais du polissage. Et ça, c'était sur la partie arrangement. Et là-bas, j'ai aussi fait une grande rencontre qui était mon professeur dans une matière qui s'appelait le songwriting, donc l'écriture de chansons. Et puis j'ai eu un vrai coup de cœur humain et puis aussi voilà dans sa manière de transmettre son savoir, sa passion et qui m'a complètement piqué dans ce que je vais appeler la science du songwriting. C'est vraiment une science en fait. Quand tu regardes il y a même des gens qui essayent de trouver la formule magique derrière le hit. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est un fantasme qui dure depuis des dizaines d'années. Où est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que c'est une tonalité? Est-ce que c'est un tempo? C'est la durée de la chanson? À combien de temps doit arriver ton refrain? Enfin, voilà, il y a tout plein de petites, disons, comment objectiviser le plus possible la musique et l'écriture. La création, qui est quand même de base, la création, c'est un truc qui est hyper subjectif. Donc, c'est une démarche, moi, qui m'intéresse beaucoup. Oui, ça a duré combien de temps, cette école aux États-Unis? Ça a duré 1 an. Ah, voilà, c'était quand même assez rapide comme formation. C'était rapide, pour plusieurs raisons. La première étant que c'est très, très cher et que les écoles aux États-Unis, à moins que tu aies une super bourse, et j'ai rencontré des gens qui avaient eu 50, 60 000 dollars pour faire l'école, enfin des sommes astronomiques, ce qui n'était pas mon cas parce que je pense que j'étais pas complètement le profil d'élèves de grands jazzman, vu que c'est quand même une école qui est à la base plutôt orientée jazz, et puis ils sont ouverts un peu voilà, à l'arrangement, il y en a en jazz aussi, ils sont ouverts aux musiques plus actuelles, on va dire. Et donc, j'ai pas eu de bourse. Et puis, il fallait que je continue aussi ce que j'avais entrepris en France. La troisième raison, c'est que je ne pense pas dire que j'ai un profil très scolaire. Disons que moi, j'ai vraiment besoin d'amour pour apprendre des choses. Et si j'ai pas et donc, je te parlais de ce prof qui m'a vraiment... voilà, où il y avait une relation affective aussi qui m'a aidé à m'intéresser encore plus à ça, quoi. Ouais. Et là, il prenait beaucoup d'internationaux dans cette école ou tu étais un peu le seul Français au milieu de tous les Américains Alors, il y avait quelques Français. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de la proportion américaine? Je dirais que c'est au moins 50-50, si ce n'est plus d'étrangers que d'Américains, en fait. Voilà. Et ce qui était quand même assez intéressant, c'est de pouvoir rencontrer... Alors, bien sûr, la plupart du temps, c'était quand même des gens... je vais pas vanter la vraie mixité sociale, parce que pour atteindre une école comme ça, voilà, à moins qu'on ait eu des bourses, mais il fallait avoir quand même un minimum
Pour la petite histoire, c'est même mes grands-parents ouvriers qui ont mis de l'argent tous les mois depuis ma naissance, qui avaient mis de l'argent tous les mois pour mon mariage. Et quand est arrivé le moment d'aller à Berkeley, j'ai dit, bon, là, le mariage, c'est pas la priorité. Déjà, en plus, avant de trouver une femme, c'est pas mal que j'ai une situation. Et faire des bonnes études, ça va m'aider à construire tout ça. C'est un bon investissement. Voilà. Donc, mais bon, donc j'y suis resté 1 an. J'ai rencontré des Italiens. Je suis encore. Alors, ça, c'était assez dingue parce que j'ai eu 2 phases là-bas, 2 semestres en fait. Premier semestre, j'étais en coloc avec un Américain très sympa, qui était un peu un mec à la cool, quoi. Ouais. Disons qu'il bossait pas trop, il faisait un peu le strict minimum, mais un gars très sympa, Ben. Et puis la deuxième phase qui était vachement plus stimulante pour moi, parce que dans cette coloc qu'on avait, on était 4, où il y avait une Américaine, une Californienne qui était chanteuse, une Indienne qui était vraiment sa super copine, qui était chanteuse aussi, mais chanteuse de musique indienne. Donc, et encore une fois, c'était hyper intéressant là-bas parce qu'il y avait aussi des cours qui étaient axés autour de ça. Et un colloque, un dernier colloque qui était grec, lui, justement, qui avait eu ce qui s'appelait le full scholarship, c'est quand tu as ta bourse intégrale, et qui était un batteur fou qui bossait 15 heures par jour. Et donc, je l'entendais dans la chambre d'à côté. Il avait qu'on appelle une batterie avec des pads. Et donc, ça ne fait pas le bruit de la batterie, mais t'entends ça toute la journée, quoi. Et donc ça, j'ai vécu un semestre avec lui. C'est une très belle expérience. J'ai rencontré plein de gens, comme je te disais, voilà, coréens, italiens, quelques Français, puis des gens avec qui j'ai quand même gardé contact. Là, j'ai repris contact avec un Français que j'avais rencontré là-bas, qui est devenu le ghostwriter d'un super compositeur de musique de série. C'est plus ce qu'il a fait, mais des trucs quand même qui pèsent un peu à Hollywood. Et donc, voilà, et c'est marrant, ces profils, quoi. Ah ouais, c'est énorme, c'est des sacrées rencontres quand même. Bah, c'est un nid de musiciens, quoi. Bah oui. Et puis en plus, ils ont vraiment cette culture là-bas comme un peu la culture des grandes écoles en France, où élitiste, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, voilà. Quand tu arrives là-bas, un peu corporate, ils aiment beaucoup leur école. Exactement, très corporate. Et puis, il y a cette culture de l'alumni qui est l'ancien élève. Donc, moi, j'ai encore des lettres régulièrement de cette année sont nommés. Là, en plus, ça vient de tomber les Grammy Awards, tu vois. Et même à l'époque, je me souviens, on regardait les Grammy Awards en disant il y a 18 élèves cette année qui sont encore nommés aux Grammy Awards. Donc, c'est assez dingue. Et puis là, on reçoit tous les ans. Il y a des petites réunions de temps en temps. J'étais allé à une réunion en France d'anciens élèves. Voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est énorme. Toi, c'est quand même quelque chose que tu conseillerais de faire si tu as la chance de faire ça, bien sûr, je le recommande à 1000%. Après, voilà, je suis bien conscient que j'ai eu cette chance-là. Donc, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est recommandable. Ouais. Et après, t'as pas eu envie de rester aux États-Unis derrière ça pour poursuivre l'aventure? J'y ai pensé, mais c'est quand même très compliqué là-bas pour avoir un visa. Ouais. Surtout quand on est à ce stade de la carrière, c'est-à-dire que moi, j'avais pas eu de diplôme, d'une part, j'avais eu aucun accomplissement professionnel. Et donc, concrètement, j'étais soit condamné à faire des disques d'or, ou soit à avoir un diplôme, quoi, un master, un bachelor, ou je ne sais quoi. Et du coup, là, t'es rentré en France après ou t'as voyagé un peu avant? Après, je suis rentré en France. Et puis là, quand même, la galère a commencé, hein, je dois dire. Parce que quand bien même on a grandi dans un environnement autour de la musique et du milieu musical, j'avais quand même un certain nombre d'atouts. D'une part que j'étais un petit peu conscient de l'architecture de l'industrie. D'une autre part, j'avais, on va dire, un nom pour certains professionnels qui m'a permis d'être plus facilement identifié et identifiable pour la suite. Mais néanmoins, et tu recevais Jim donc il y a peu de temps, Jim qui est mon ami d'enfance, avec voilà, on a fait beaucoup de musique, et à cette époque-là, pareil, on galérait pareil. Lui bossait dans un restaurant à salade, moi je cherchais un job pour avoir, mais en même temps qui n'était pas non plus trop chronophage, hein, ce qu'on dirait un mi-temps.
Et donc, il m'a dit, bah, viens, rejoins-moi. Et puis, on a bossé ensemble comme ça quelques mois. Ouais, donc au tout début, c'est comme ça, c'était avec des collabs et des amis que tu rencontrais, que tu réussissais à avoir finalement tes premiers contrats, quoi. Alors là, c'est même pas des contrats d'embauche dans la restauration. Ouais. Mais voilà. Non, et effectivement, en parallèle, c'est du réseau parce que quand même la musique, certes, il faut un petit... Enfin, je répète des choses qu'on m'a dit, mais que je trouve assez vraies dans les proportions. Hein, je les ai pas exactement, mais il faut un peu de talent, mais c'est vraiment une part presque, je dirais pas négligeable, mais c'est une petite part du camembert. Beaucoup, beaucoup de travail, voilà. Et puis du réseau avec saupoudré d'un peu de chance à un moment, d'être au bon endroit au bon moment et surtout savoir saisir l'opportunité quand elle arrive. Ouais, et là, ton réseau, tu te le fais comment au début? Enfin, Au fil des rencontres. Au fil des rencontres, je sors quand même pas mal. Même un peu trop. Hein. On est sur un problème. Bon, on était presque sur un problème. Non, mais voilà, bon, disons que à un moment, on va pas se mentir, hein, les gens, on les rencontre pas dans ta piole en train de faire des prods et en espérant, fantasmant que le truc va atterrir dans la liste de prods du prochain album de je sais pas qui, de Rihanna ou j'en sais rien. Et non, mais j'allais voir des concerts, je sortais avec des amis, musiciens aussi. Et puis, je me souviens même, premier contrat que j'ai eu un peu comme ça, j'avais fait la musique d'un film institutionnel pour la CFDT. Donc, c'était vraiment ce qu'ils diffusent pendant leurs réunions institutionnelles. Donc, disons que c'était pas de l'art, on va dire, mais j'essayais de le faire avec passion et puis sérieux. Hein. Et ça, je l'ai eu, ce plan-là, par le pote le petit copain de ma mère à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment hasard. Derrière, j'ai un copain qui me dit, un copain musicien qui me dit, ouais, nous on joue dans un orchestre de bal de temps en temps dans le nord de la France, avec un gars qui s'appelle Loïc, qui est chanteur, et je sais que lui il cherche à faire son album. Est-ce que toi tu serais intéressé pour faire un titre ou deux avec lui? Donc bah voilà, donc je fais un titre ou deux avec lui, et il s'avère qu'on se lie vraiment d'amitié et que 2 ans, enfin je sais plus, je saurais plus trop dire, 1 an, 2 ans après, il joue au mariage, vu que c'est son orchestre de bal, au mariage du frère de Philippe Lachaud, qui est peut-être, voilà, t'en as entendu parler, qui est réalisateur de films et qui a eu fait des grands succès, dont Babysitting, les 2 premiers. Et à ce moment-là, il est en train de faire son 3e film qui s'appelle Alibi.com. Et puis, fil en aiguille, voulait pas faire un titre, il adore le titre, on en fait un 2e, un 3e, on en fait 6 ou 7, je sais plus combien on en fait, et puis qui arrivent au bout, qui vont sur la BO, ils nous envoient les bobines, le film avant qu'il soit fini, enfin voilà. Et au même moment, un ami d'amis, ben non, voilà, non, c'est ça. Au même moment, c'est ce même gars avec qui je fais le film institutionnel de la CFDT qui me dit, bah là, je crois que je suis sur un plan pour faire France Inter. Et donc là, bah, France Inter, on fait le film, le spot TV de rentrée de France Inter. Donc là, je me retrouve à avoir une musique qui est diffusée des centaines, voire des milliers de fois sur France 2, France 3, France 5, au cinéma, etc. Et puis je rencontre une chanteuse qui signe chez Universal. Et puis voilà. Et tout se met un peu en marche au même moment. De par des petits réseaux que j'ai tissés au fur et à mesure. Mais rien, a priori, rien qui a l'air complètement extravagant, quoi. Oui, c'est les petites opportunités qui après ont fait que tu t'es fait ta place dans ce milieu-là, quoi. Voilà, je pense que de manière générale, je pense qu'il faut être yes man, quoi. Ouais. Il faut toujours dire oui, il faut toujours. Enfin, tu vois, on se rencontre aujourd'hui, oui, trop cool. C'est pas pour prôner, enfin, un espèce de. Ouais, c'est l'aventure humaine avant tout, tu sais. Mais je le pense quand même, en fait. Je trouve que c'est un peu, voilà, galvaudé, mais quand même, c'est ça qui est intéressant. Donc, en ayant accepté des choses, alors un petit peu, parce que forcément, j'étais en difficulté financière, donc il fallait que je gagne de ma vie, tu vois. Mais d'un autre côté, c'était aussi, voilà, rencontrer des gens, faire des choses, et puis qui m'ont abouti à construire brique par brique une petite maison, quoi. Oui, c'est ça. Puis au final, tu le perçois même pas forcément toujours comme un travail, parce que tu te dis, bon, bah, ça
ça reste quand même de la musique, c'est quand même cool à faire. Alors, Ouais. vaste... disons que ce qu'il y a, je pense, quand tu vis de ton art avec vraiment des guillemets, parce que est-ce que faire des chansons qui passent à la radio à vocation entre guillemets commerciale, est-ce que c'est un art? Oui et non. Oui, parce que si tu le fais avec ta passion et tu mets ton esthétisme, enfin, c'est presque philosophique après comme débat. En tout cas, ce qui est... voilà, moi, il y a plein de trucs que je fais encore aujourd'hui où il y a une partie qui est quand même... c'est pas que du plaisir, quoi. C'est, disons que le moment où vraiment je m'éclate, où je suis en studio, où je suis sur scène, parce qu'on parlait des rencontres, mais j'ai une autre rencontre qui m'a mené. Là, maintenant, sur scène, je vais faire une série de première partie pour Benjamin Biolay et tout s'est un peu organisé. Même architecture à la même époque, en fait. Et ce que je voulais dire par là, pour finir sur cette notion de plaisir dans ce qu'on fait, ça reste quand même une petite partie de tout notre temps qu'on passe qui est vraiment du plaisir. Après, là, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je fais, vu que c'est ma passion, dès que j'apprends une nouvelle compétence, dès que je m'achète un nouveau synthétiseur ou j'en sais rien, et ben c'est au service de mon plaisir et de ma passion. Ouais. Donc je m'enrichis à chaque nouvelle compétence que j'apprends intellectuellement et en plus de ça, je prends plaisir. Donc là, ça devient vraiment intéressant en fait de vivre de sa passion entre guillemets, quand on peut se permettre ça. Et là, au moment où, au départ, quand tu choisis de vivre de la musique, tu avais conscience que ça allait pas être seulement des contrats de passion, ou au départ, tu rêvais un peu... Tu avais quand même la chance de connaître un peu le milieu, mais est-ce que tu rêvais un peu quand même au départ de n'avoir que des contrats passion? Alors, c'est un petit peu, encore une fois, je suis dans une situation un petit peu particulière, vu que moi, j'ai connu le monde de la musique à travers mon père, qui est lui-même, entre guillemets, prestataire de d'autres artistes. Donc, dans cette mesure-là, j'étais conscient que forcément, quand tu fais quelque chose pour les autres, tu fais toujours des compromis, ce qui est normal d'ailleurs dans la vie, tu fais toujours des compromis. Mais là, encore plus parce que tu as un client au bout et c'est lui que tu dois satisfaire. Alors, plus tu pèses dans le game, entre guillemets, plus tu peux te permettre de pas être trop contrarié dans ta créativité, dans ton approche. Mais j'étais quand même conscient que c'est sûr qu'il y aurait des moments qui seraient désagréables. Et même au contraire, de par l'approche qu'avait mon père dans la musique, c'est-à-dire, moi j'ai appris que quand on en fait une entreprise, un moyen de gagner sa vie, la musique, c'est à travers les autres. Donc j'avais limite ce formatage pendant toute une partie de mon apprentissage et mon début de carrière. Et il m'a fallu du temps avant de me dire, ah mais en fait, bon, c'est pas parce que c'est sûr que j'ai vu faire de la musique pour les autres que je peux pas en faire pour moi. Et donc là, je parlais tout à l'heure, il y a quelque chose, enfin c'est un petit peu décousu, c'est pas toujours chronologique quand j'en parle, mais à cette même époque, en fait, ou de galère un petit peu, j'ai par ma belle-mère, donc la femme de mon père, j'ai un monsieur qui m'appelle, qui me dit j'aimerais... Il y a ma copine qui veut être chanteuse, enfin qui est chanteuse et qui aimerait s'accompagner au piano. Et moi, j'y suis allé un peu au bluff. Je fais bah ouais, bah pas de souci, je peux vous aider, je peux vous donner des cours de piano. Alors que le piano, encore une fois, c'est pas mon. J'en fais, je sais faire genre. Je sais, on me voit jouer du piano, on fait ah ouais, il joue bien. Mais en fait, c'est pas vrai. Mais donc je me retrouve là à donner des cours de piano. Et à me lier d'amitié avec donc cette jeune femme qui s'appelle Rabi et son ami, compagnon qui s'appelle Pierre Grillet. Et Pierre Grillet, il se trouve que ça a été le début de notre rencontre. Après, quelques mois plus tard, une fois que je donnais des cours de piano, il m'a dit mais pourquoi ce serait pas toi qui réaliserais, donc qui ferait les prods de Rabi? Donc là, bah, trop cool. Et puis en plus, un contrat, donc un peu d'argent qui tombe dans cette même époque où j'étais encore un petit peu en galère. Et puis après, moi, je rencontre des artistes et je fais à Pierre, ah bah, tu veux pas qu'on fasse des chansons ensemble pour ces artistes? Alors, Pierre, il faut savoir qu'il a écrit 3, ce qui s'appelle des gold, c'est des chansons qui restent
des dizaines d'années après, peut-être même des centaines, j'en sais rien. En tout cas, il a fait une chanson qui s'appelle À cause des garçons, une C'est la Watt, et une qui s'appelle Madame Rêve de Bachung. Parmi toutes les chansons qu'il a fait pour Nicoletta, Alain Chamfort, Johnny Hallyday, j'en passe et des meilleurs. Et donc je me retrouve quand même à continuer à apprendre mon métier de compositeur par l'intermédiaire en tout cas en le faisant en binôme avec une des personnes les plus brillantes dans ce qu'elle fait. Et donc voilà, je me retrouve à faire des petites prods pour Rabi. Pierre, on fait des chansons pour les autres. Et puis là, un petit flash forward dans le temps. À un moment, à Pierre, je lui fais, mais voilà, moi, ça fait des années que je mûris l'idée de faire des chansons pour moi. Est-ce que tu serais d'accord pour écrire les textes? Et il m'a dit, bien évidemment. Et il a écrit toutes les chansons de mon album. Donc j'ai quand même une chance incroyable d'avoir pu faire toutes les chansons de mon album avec la personne la plus qualifiée au monde et celle que j'aime le plus dans l'écriture. Donc c'est quand même assez incroyable. Et puis avec une vraie relation de confiance. Du coup, là, tu travailles avec quelqu'un que tu connais depuis des années et qui a cru en toi, du coup, dès le tout départ, quoi. Confiance, amitié, talent, respect mutuel. Et ce qui est incroyable chez Pierre, c'est que il est plus âgé que moi. Et malgré tout, je sens que c'est une vraie relation équitable où j'ai eu un peu de temps avant de le comprendre, mais où je lui apporte autant que lui m'apporte. Ouais, donc c'est une vraie relation humaine, ouais. C'est assez dingue. Voilà, donc c'est ce que je te disais, c'est l'aventure humaine, entre guillemets, quoi. Ouais, et tu veux en parler peut-être un peu plus en détail de ton album qui est en train donc, de bien sortir. sûr. Bah, disons que ça fait partie, là, je t'ai parlé... on va dire un peu de la genèse de mon début de carrière et surtout axé sur mon travail pour les autres en tant que compositeur et réalisateur. Voilà. Et d'un autre côté, il y a ma carrière en tant que producteur et éditeur et ma carrière en tant que chanteur. Ma carrière en tant que chanteur, ça va faire 3 ans maintenant, un petit peu moins que les premières chansons ont été écrites. Il y a eu tout le Covid, etc. Ça a ralenti un petit peu l'évolution. Mais voilà, donc j'ai fait chanson après chanson avec Pierre, tous les deux dans ce studio, dans le studio dans lequel j'étais avant. On est même la prochaine chanson qui va sortir au mois de décembre, le 17 décembre. On l'a fait avec Pierre au Brésil. On est parti. Moi, je suis un amoureux du Brésil, donc j'essaye d'y aller tous les ans, passer un mois là-bas. En fin d'année, c'était quand même pas désagréable quand il commence à faire vraiment pas beau. Oui, j'imagine. Voilà. Et je suis allé jusqu'à apprendre le portugais. Enfin, vraiment, je suis amoureux de ce pays et des rencontres que j'ai pu faire là-bas. Et Pierre, qui connaissait aussi très très bien le Brésil, il m'a retrouvé là-bas pour faire quelques chansons et puis passer du bon temps, quoi. Ah oui, c'est long. Donc voilà, on a fini. D'ailleurs, je crois la dernière chanson de l'album, elle vient du Brésil. On l'a faite là-bas et puis d'ailleurs, ça s'entend parce qu'il y a plein d'instruments brésiliens. Il y a des petits indices sur ça. Et j'ai par la suite, dans le cadre de ce projet-là, j'ai rencontré un éditeur, manager, producteur qui s'appelle Vincent Carpentier, qui est directeur artistique aux éditions de Because, qui est manager, qui a sa propre structure, notamment manager de Thomas Dutronc, et qui m'a fait l'honneur de m'accompagner et qui me fait cet honneur depuis 1 an et demi. Voilà, dans le développement, dans le financement, dans le conseil, et c'est une personne que j'avais déjà croisée, mais disons que la vraie relation, la vraie connexion s'est faite grâce à Pierre Grille. Et là, tu le savais dès le départ que ce projet solo, tu avais envie de le faire, ou tu en as vraiment eu de plus en plus envie avec les années? Je savais que j'avais envie de le faire. Sous quelle forme? Ça, c'était quand même le point d'interrogation. Est-ce que c'était vraiment de la musique instrumentale? Si c'était chanté, est-ce que c'était en anglais, en français? Voilà, j'ai mûri et peut-être par pudeur, j'ai rien sorti. Là où peut-être d'autres artistes qui souvent peuvent passer par l'anglais, en général, c'est un peu une phase qu'on a entre les 15, 22. On fait de la musique anglaise et puis après on part sur du français. J'ai souvent remarqué ce genre de
de profils, j'aurais pu en faire partie. Mais il se trouve que par pudeur, sûrement, j'ai rien sorti depuis. Enfin, à cette époque-là, en tout cas. Et c'est quelque chose que j'ai mûri au fil des ans, jusqu'à cette rencontre. Et puis, c'est aussi, quand on fait des chansons, la musique, c'est la moitié. L'autre moitié, c'est quand même trouver les bons mots. Donc, j'avais pas trouvé la personne qui avait les mots que je voulais. Et Pierre, encore une fois, il a ce talent d'incorporer à la fois de l'humour, du romantisme, enfin vraiment un mélange de tout ce qui m'habite moi dans ma vie. C'est ça, c'est la romance et la rigolade. Et c'est Donc ça. c'est cool. Et c'est toi quand même qui choisissais les thèmes des chansons et qui Oui. donnait quand même une Oui, alors ébauche, parfois Pierre il arrivait avec une phrase, par exemple la prochaine chanson qui sort, dont je te parlais. Il atterrit au Brésil en décembre dernier. Je vais l'accueillir à l'aéroport et puis quelques dizaines de minutes après, il me dit j'étais là, j'étais en train de regarder à travers le hublot et puis je me disais quand même hyper beau. Donc et puis je me disais ton oreille vient que j'y déverse ce que je vois. Et donc souvent ça peut partir comme ça. Et ton oreille vient que j'y déverse ce que je vois. C'est la première phrase de la chanson et c'est aussi le refrain. Ah oui, excellent. Donc il l'a vraiment trouvé dans l'avion complètement par hasard. Ouais. Et énormément de mots comme ça de ces chansons peuvent venir, voilà, soit il m'apporte des mots, et dans ce cas-là, tout le concept est dans les mots, soit c'est des bouts de phrases, et il me dit, ah ouais, Et puis en plus, il a ce truc-là, on est assez... quand on fait des chansons, j'ai remarqué deux types de profils. J'ai remarqué des gens très prolifiques qui faisaient énormément de chansons, avec aussi beaucoup de déchets, des chansons qui n'arrivaient pas au bout, qui n'étaient pas pour d'autres artistes ou qui finissaient à la trappe, simplement parce qu'elles étaient destinées pour eux. Et des artistes qui font peu de chansons, mais quand il y en a une, elle reste. Donc nous, on a un peu ce même truc de, on fait pas beaucoup de chansons, mais on veut qu'elles soient nickel, quitte à revenir un petit peu dessus, etc. Et puis Pierre, il peut m'appeler à 23h en me disant, pour cette phrase-là, c'est ça qu'il fallait. Et puis on fait, mais oui, mais évidemment. Oui, comme on a fait pour pas y penser avant. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, comment tu fais pour choisir tes projets, trouver le bon équilibre entre ton projet perso et les projets que tu fais en collaboration avec d'autres artistes? Bah, ça, c'est vraiment le problème quand on est yes man, entre guillemets. Et ça vient d'un ami à moi qui se trouve être aussi mon associé. Où on a vraiment cette culture du oui, accepter tout, prendre les choses, vivre intensément la musique, la vie. Et effectivement, quand on accepte trop de choses, au bout d'un moment, bon, on est un peu... Je dois t'avouer qu'en ce moment particulièrement, si tu voyais la tête de mes journées et de mes semaines, je me retrouve pour te donner un petit extrait, je suis en train de faire l'album d'un jeune garçon qui est vraiment très talentueux, qui s'appelle Abby Bernadotte, qui est le gagnant de la Nouvelle Star l'année dernière, en 2020. Et puis en même temps, ça m'arrive de faire une chanson à droite à gauche. Là, j'ai des chansons qui sont sorties pour Zaz, Jérémy Frérot, mon super pote Tibbs, avec qui on a un groupe d'écriture, avec Tibbs et Sylvain Dutu, qui est le chanteur de Boulevard Désert, qui est aussi un super pote. Et donc, je me retrouve coincé entre l'album que je suis en train de faire, mon petit groupe d'écriture avec... Enfin, coincé pas du tout, parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, avec Sylvain et Tibbs. Mes chansons pour moi, parce que j'aime toujours faire des nouvelles chansons, mais en même temps, je serai à Toulouse la semaine prochaine, à Marseille dans la foulée, puis j'enchaîne en première partie de Benjamin Biolay. Le clip qu'on a travaillé, dans lequel j'étais très impliqué aussi. Enfin voilà, je vais pas te faire la liste de tout ce que je fais. Et puis à côté, j'ai quand même voilà cette boîte dont je te parlais, qui s'appelle Coup de Grâce, que nous avons créé avec Antoine Touslou, qui était notamment membre de Caravan Palace jusqu'à il y a peu de temps. Et on a eu pour mission de conseil artistique. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire de par notre ressenti, notre vécu dans la musique et comment on peut positionner des projets. On intervient en tant
conseils. Et là, Voilà. avec tout ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu te dis que tu es exactement où tu voulais être ou tu te le dis pas forcément, tu le vis juste? Alors là, on arrive encore une fois à une autre problématique, c'est que j'ai fait ce constat-là. Déjà, j'essaye de me dire à chaque fois que je rencontre des gens, que j'essaie de me rendre, de bien conceptualiser la chance que j'ai d'être là où je suis au moment, et c'est vraiment pas des paroles en l'air. Et j'ai en plus cette chance-là d'avoir, dans mon parcours, dans ma vie d'ado, avoir été fan de groupe. J'étais fan d'un groupe qui s'appelait Les Gush. Et il se trouve que incroyable, je rencontre Yann qui était dans ce groupe-là il y a quelques années. On se lie d'amitié, on bosse ensemble et il m'a même accompagné, m'a fait l'honneur de m'accompagner à mon dernier concert à Paris sur scène, alors que j'étais fan de son groupe. À l'époque, j'étais fan de C2C. Et il se trouve que bah, maintenant, un de mes meilleurs potes, c'est DJ Grimm, qui est une personne incroyable, tellement talentueuse, et avec qui on n'a pas fait beaucoup de musique, mais un peu quand même, mais surtout, on partage des vrais moments d'amitié. Donc, de temps en temps, c'est tout bête, mais juste de se rendre compte de ça. Et puis même, ça me permet de me rendre compte du chemin parcouru aussi. Ouais, complètement. Donc oui, d'une certaine manière, là, j'avoue que j'ai une sorte d'accomplissement professionnel, si on peut dire, parce que j'arrive à gagner ma vie en faisant de la musique, c'est quand même assez incroyable. Et puis, je fais de la musique avec mes amis. Ça, c'est aussi assez incroyable comme chance. Travailler tout en s'amusant, dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, après, l'autre versant, c'est c'est l'exigence, quoi. C'est vraiment un truc qui me pèse dessus depuis des années. Et puis, bah, l'exigence, ça te permet de repousser tes limites. Mais le contre-coup, c'est que c'est quand même très dur de se dire ah bah c'est super, ah bah c'est bien, bah je vais en rester là pour aujourd'hui. Et t'as toujours envie d'aller plus loin. Et je me dis, donc là, je suis en train de faire ces chansons-là, mais ce serait encore génial, encore mieux si j'en faisais d'autres pour d'autres artistes. Et puis le truc finit jamais parce que c'est irrassasiable. Et là, comment tu fais? Enfin, tu te fixes des deadlines en te disant, bah, ce projet-là, je le termine à telle date et s'il est pas parfait, tant pis, ou tu te prends vraiment la tête pour aller au bout de ton exigence? Alors j'avoue que l'exigence, c'est une chose, le perfectionnisme, ça peut faire partie de l'exigence, mais c'est vrai que je m'en soigne un petit peu et que j'ai pas trop, étrangement, et heureusement, parce que je connais des artistes qui font 8 versions dont on ne saura pas le nom, qui font 8 versions d'une même chanson, qui sortent des albums tous les 8 ans, voilà. Et là, j'avoue que c'est là où le perfectionnisme, enfin, l'exigence parasite le perfectionnisme. Enfin, il y a un truc, le serpent qui se mord la queue à un endroit, et j'ai la chance de pas avoir ça. Donc, je me fixe. Disons que je sais, je commence à être à peu près conscient du temps qu'il me faut pour faire les choses. En l'occurrence, une chanson, je sais que ça va être une journée pour un peu mettre vraiment le nez dedans, avoir un truc qui ressemble à une chanson, et puis après tu rebosses, tu refais des voix, tu vois. Allez, 2 jours max sur une chanson. Voilà, je passerai pas plus de temps. Ouais, donc ça, c'est bien déjà de réussir à... Parce que oui, en effet, je pense qu'il y a quand même pas mal d'artistes qui passent des semaines entières à essayer de travailler. C'est quand même une chance d'arriver à en sortir, à avoir quelque chose d'assez propre en 2 jours, quoi. Bah oui, et puis c'est vrai que j'en parlais donc avec mes amis Antoine et DJ Grimm. La chanson est finie quand on a décidé qu'elle était finie, en fait. Parce que sinon, la chanson est jamais finie. Donc, c'est à nous vraiment de savoir à quel moment arrêter. Et donc, moi, j'ai mis ma limite. Ma limite, c'est ça. Ouais. Ma limite, c'est passer 2 jours, pas plus. Et c'est déjà pas mal. Alors, et c'est pas forcément 2 jours consécutifs. Hein. Voilà, je peux revenir à un moment. Mais j'ai pas trop ce souci-là, non. Est-ce que je pourrais dire que quels pourraient être mes soucis vis-à-vis de ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouais. Et là, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te prévienne au moment où tu te lançais dans la musique, justement, peut-être au niveau de la manière de l'appréhender ou de la manière de se faire du réseau ou juste... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 18 ans et que tu as dû apprendre sur le tas et qui n'a pas été facile à apprendre? Oui, que les gens
Alors ça, c'est très spécifique au métier de la musique et je pense peut-être on peut un peu l'élargir au métier du show business en général. C'est que les gens, la plupart des gens, ils comprennent pas la musique. La plupart des gens, c'est pas pour dresser un portrait cynique sur. Il y a des gens brillantissimes dans le métier de la musique qui sont d'excellents directeurs artistiques. Ils se comptent même pas sur les doigts d'une main, je pense. T'as des gens, surtout, qui savent très bien vendre la musique. Et puis voilà, il y a eu une transformation dans ce métier-là depuis 20, 30 ans, où, me semble-t-il, à moins que je dise des erreurs, c'est que les patrons de maisons de disques, qui avant peut-être étaient plutôt des directeurs artistiques qui montaient, etc. Enfin, il y avait plein de profils, hein. Mais disons que là maintenant, j'ai plutôt l'impression que c'est des mecs qui sortent d'HEC, que c'est au lieu d'être des gars qui connaissent vraiment la musique et qui ont une vraie sensibilité. Donc, ce que je dirais, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est fais attention. Les gens que tu vas rencontrer n'ont pas tous ta sensibilité, n'ont pas tous ta même approche dans les rencontres et leur volonté de rencontrer des gens et de créer des contacts, etc. Et puis surtout, ils sont là pour faire de l'argent. Voilà, quand même, la plupart du temps. Donc, ça m'aurait économisé peut-être quelques émotions en début de carrière où je me disais, mais je comprends pas, mais pourtant, je donne tellement d'amour dans ma musique, j'ai l'impression que c'est bien. Pourquoi on reconnaît pas mon talent? Pourquoi, voilà, tous ces trucs, ces questions qu'on peut se poser en début de carrière quand on voit que les choses n'arrivent pas, en fait. Et que du coup, vu que forcément, le métier d'artiste, c'est quand même un métier où il faut aller chercher dans ses tripes de la sensibilité, de la remise en question, et donc on est quand même à fleur de peau sur plein de choses, quoi. Ouais, au final, faudrait dès le départ, au moment où t'as pas de succès, pas de contrat, savoir que quand même t'es capable et garder ta confiance en toi et en ton travail. Ça doit être hyper dur à ce moment-là, en fait. Oui, et que quelqu'un te dise, et que tu le crois surtout, qu'il te dise, t'inquiète pas, ça va arriver. Ça va arriver, bosse, rencontre les bonnes personnes, dis oui. Mm. Alors pas à tout, il faut bien sûr, il faut savoir se raisonner, mais en tout cas, il faut faire les choses, et il faut les faire pour la bonne motivation, en fait, disons que, voilà, ça aussi, ça c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que il faut savoir pourquoi on fait les choses. Faire les choses pour l'argent, pas de souci. Mais il faut savoir que c'est pour l'argent. C'est mon point de vue. Si on fait les choses pour la gloire, pas de souci, mais il faut savoir que c'est pour la gloire. Si c'est pour l'art, pas de souci. Voilà. Et le mieux, c'est quand on arrive à regrouper ces trois choses. C'est parce que la gloire entraîne, entre guillemets, plus d'opportunités, parce que la gloire, c'est mettre notre travail au grand jour et que les gens reconnaissent la qualité du travail, d'une part, et faire pour l'argent, bah, parce que le monde dans lequel on vit, il y a besoin d'argent pour fonctionner et pour s'acheter des nouvelles machines, là je parle vraiment sur la partie mes outils de travail et puis l'art parce qu'on essaie de faire des belles choses. Ouais. Voilà. Et toi, Donc, ouais. à chaque fois quand j'accepte un truc, j'essaie quand même de conceptualiser. Et ça aide aussi à dire, bon, bah là, je serais pas payé ou presque pas payé. Mais de toute manière, c'est pas grave parce que je sais pourquoi je le fais. Et c'est parce que je crois très, très fort en ce projet. Et que j'aime artistiquement ce qu'il évoque. Et là, on me dit de faire ça. Alors, j'ai la chance d'être de moins en moins contraint de faire des choses purement que pour l'argent, parce que euh, j'arrive à trouver un équilibre financier, mais à une époque, voilà, j'étais pas de souci. Par contre, mon prix, c'est ça. Et donc, je suis moins prêt à faire des compromis sur l'argent, parce que je sais que de toute manière, ça ne fera pas évoluer ni mon art, ni ma gloire, entre guillemets. Donc voilà. Là, je dois avouer que je suis un peu j'ai outrepassé certains de ces concepts, quoi. Parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime. Et tu dirais que t'as mis combien de temps à peu près pour en arriver à ce moment où t'avais plus à te poser ces questions de comment je vais faire pour avoir assez d'argent pour vivre J'ai eu en 2017 ou 2018,
2018, j'ai eu tous les fruits comme je l'expliquais tout à l'heure, que ce soit le film qu'on avait fait en partie pour Flash Show. J'ai eu mes premiers albums que j'ai réalisés pour des maisons de disques. Les premières chansons que j'ai fait, notamment avec Jim, on avait fait des chansons pour Slimane, Florent Pagny. Et donc là, d'un seul coup, j'ai gagné de l'argent et ça me permet d'avoir plus de liberté. Et ce qui est marrant quand même dans la musique, c'est que ça c'était 2018, mais 2019 c'était plus compliqué. Et voilà, et je crois que c'est toujours un peu les montagnes russes. Donc ce qu'il faut, c'est juste suffisamment, d'un point de vue purement stratégie et business, c'est diversifier suffisamment ses activités pour savoir que l'année où on fait moins de chansons, derrière on fait plus de ça. Et que tout s'équilibre et qu'on va pas se retrouver à avoir des deltas de revenus pour d'un seul coup se mettre dans un état d'esprit où comment je vais faire pour bosser, comment je vais faire pour payer mon loyer du studio, comment je vais faire. Donc ça a pris du temps. Et l'autre conseil dont tu t'en parlais tout à l'heure, l'autre conseil que je pourrais donner et qu'on m'a donné, ça c'est sûr, c'est toujours être poli, toujours être gentil, pas de la gentillesse bébête, mais en tout cas toujours être fidèle à ses valeurs, au respect. Enfin, c'est encore un concept différent, mais voilà, toujours être respectueux, parce que ce qu'on m'a dit, et je l'ai déjà constaté en mon petit cycle de carrière, vu que c'est aussi des cycles dans la carrière. Moi, en 2018, c'était le début de ces machins, après c'était un peu plus calme, et puis là, c'est en train de remonter. Et puis en 2023, ce sera tout bas, et puis je ne sais pas comment ça se passera, mais c'est la vie. Mais donc, les gens que tu croises en montant, tu les croises aussi en descendant. Voilà. Donc, et ça m'est déjà arrivé, tout bêtement. Quelqu'un que je sollicite il y a quelques années quand je faisais beaucoup de chansons pour les autres, ou que j'essayais d'en faire en tout cas. Donc je sollicite un directeur artistique, je lui dis, je lui envoie un mail, je l'appelle, je sais plus, il me répond pas, je lui envoie un mail. J'aimerais beaucoup te proposer ces 3 chansons pour ton artiste machin. Je crois vraiment ces chansons, je pense vraiment qu'elles peuvent matcher avec cet artiste. Le mec m'a jamais répondu, le mec m'a complètement snobé. Donc ça fait partie aussi, c'est juste du b.a.-ba, c'est juste la politesse, on me parle. Moi, quand on me parle sur les réseaux sociaux, quand on essaie de rentrer en contact avec moi, je réponds, à moins que ce soit vraiment des demandes saugrenues, je réponds toujours dans 99% des cas, et j'écoute la musique qu'on me fait écouter, on me dit, voilà, j'aimerais bien ton conseil sur ma musique, j'écoute, enfin, vraiment, c'est important pour moi. Bref, petite parenthèse, ce mec me répond jamais. Bon, pourquoi pas, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres. Et 2 ans et demi après, je travaille. Une de mes activités, comme je te le disais, c'était d'aider le développement de carrière des autres, notamment pour une artiste qui s'appelle Olympe Chabert, avec qui je travaille. Et puis ce même directeur artistique m'appelle, ah, comment tu vas, mais c'est génial, mais ça fait combien de temps? Ouais, c'est ça fait bien, hein. Et donc voilà, et là le jeu, c'est soit je suis con et je fais, ah ouais, tu m'as jamais répondu, voilà, non, vraiment, tu crois quoi? Tu crois que je vais t'emmener mon artiste? Voilà, je suis pas dans cette démarche là, c'est drôle, en fait ça me fait juste sourire de me dire que les gens sont prêts à tout, en fait, et non pas, on partage pas les mêmes valeurs, quoi. Ouais, puis au moins, d'un côté, tu dis que maintenant, il te reconnaît pour ton travail. Enfin, ça veut aussi dire que t'as passé un cap. Oui, quand bien même, j'avais peu d'estime pour son travail, donc sa reconnaissance, au final, n'est pas plus gratifiante que ça. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que dans les moments, par contre, comme tu disais, c'est des montagnes russes. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment que c'était parfois difficile, dans les moments où tout va bien, de garder quand même les pieds sur terre et d'avoir conscience du fait que ça peut redescendre ou pas? Alors, j'ai eu la chance ou la malchance de jamais connaître cet état d'extase, tout le monde m'ouvre grand les portes dès que je fais quelque chose, c'est génial, tout le monde me dit que je suis génial, que je suis beau, que je suis intelligent. J'ai pas connu ça. Donc, je peux pas te dire, et je pense que je suis quelqu'un qui, par nature, se remet beaucoup en question. Donc,
j'ai du mal à m'imaginer dans un futur proche ou lointain, me dire ah non, je suis génial. Enfin, et puis ça fait partie aussi de ce dont je te parlais au niveau des exigences et des objectifs, parce que qui dit exigence dit objectif. Et quand on se met à chaque fois des nouveaux objectifs, c'est difficile pour moi, là, aujourd'hui, de me dire ah bah, je suis génial, je suis en train de faire ça marche, voilà, je gagne ma vie, enfin, je fais des trucs. Alors qu'en réalité, mon objectif, c'est de continuer, c'est de démultiplier mes réussites et faire en sorte que, voilà. Donc, je peux pas me satisfaire de ma situation. Et là, il y a une question que je pose toujours dans le podcast, c'est si toi, par contre, maintenant, aujourd'hui, à l'endroit où tu devais parler au toi d'il y a quelques années, au moment où tu te lances. Alors bon, en principe, je dis au moment où tu te lances dans la musique, mais tu as commencé à 4 ans, donc c'est un peu compliqué. Mais au moment où, par exemple, tu pars aux États-Unis et tu te dis, OK, là, je vais vraiment faire ma carrière, qu'est-ce que tu te dirais au toi-même enfant, enfin, toi-même ado? Qu'est-ce que je dirais au moi-même ado? La vie est pleine de surprises. La vie est pleine de surprises et c'est ce que je disais très concrètement tout à l'heure. Imagine ces gens que tu admirais, qu'à l'époque bah, j'admirais des gens, bah, tu vas les recroiser, ils vont te découvrir humainement, ils vont te découvrir artistiquement, ils vont peut-être même te respecter. Euh, c'est génial. Avance. Enfin, la vie est pleine de surprises, vraiment, et je dois le dire. Et de temps en temps, des très mauvaises surprises, de temps en temps, des très belles surprises, mais on ne sait jamais ce qui va se passer, et ça, c'est dingue. Et ce qui est particulièrement génial en faisant. Parce que certes, en fait, je suis musicien, artiste, ce qu'on veut, mais j'ai aussi cette démarche d'entrepreneur, de construire des choses constamment. Et à la différence, je pense, d'une démarche plus salariale, que je ne critique pas, mais qui est une démarche qui, j'ai l'impression, au vu des retours que j'ai eus sur les gens autour de moi qui sont plutôt dans le salariat, c'est plus compliqué d'avoir des petits imprévus, mais des accidents positifs de parcours. Quoique, je ne sais pas, mais disons que là, j'ai vraiment un truc où je me dis, bah, et puis si ça se trouve demain, là, en ce moment, ma lubie, c'est l'image, c'est de me dire, ça se trouve, peut-être je ferai un film un jour, enfin, ça peut être génial, quoi. Puis ça se trouve, j'ai pas le talent pour le faire, j'en sais rien. En tout cas, disons que voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il faut apprendre. Voilà, ça c'est la base aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sans arrêt, ingurgiter des infos, tout, même des trucs. C'est même, bah, en fait, avoir des compétences comptables quand on est musicien, c'est génial parce qu'on a un coup d'avance sur, entre guillemets, même si c'est pas une compétition, mais bah, on sait aussi compter des choses. Donc, tu sais que bah, potentiellement, tu vas être intermittent parce que tu sais que, enfin, voilà, des petites astuces comme ça qui vont faciliter ta vie, alors que a priori, bah, avoir des compétences comptables, ça disait que dans ta vie, ça te servirait pas plus que ça. Ouais, c'est pas ce qui te fait rêver quand t'as 15 ans. Voilà, exactement. Des compétences en tant qu'architecte, bah, si ça se trouve, demain, je vais être amené à construire un studio. Bah, voilà, je ressortirai Enfin, voilà, tout se nourrit et toujours, je dirais ça, moi, je dirais, en fait, continue, quoi. Enfin, il y a plein d'erreurs que j'ai commises, plein de choses, des regrets, des remords. Mais bon, c'est aussi ça qui m'a construit, dans un sens comme dans un autre. Oui, c'est ça, c'est souvent, bah, de toute façon, tu vois, le titre du podcast, c'est persévérer pour mieux rêver. C'est vrai que je tenais beaucoup à mettre le mot persévérer parce que je pense que c'est, surtout dans les carrières artistiques, il y a, je pense, très peu d'artistes qui peuvent dire qu'ils n'ont jamais eu de mur à des moments donnés, où il a fallu passer outre, quoi. Faut vraiment aller chercher au fond de soi et c'est presque, de toute manière, le tronc commun j'ai l'impression des profils des gens autour de moi que je considère avoir réussi, c'est que à un moment, c'est presque une dynamique cérébrale de sportif, quoi. C'est bah, quand tu fais un 100 mètres et que bah, tu fais que 13 secondes à ton 100 mètres, bah, tu vas le refaire pour faire 12 secondes, tu vas gagner, tu vas t'entraîner, tu vas te muscler, et bah, c'est la même chose, en fait. C'est vraiment l'état d'esprit est le même, j'ai l'impression, quand on veut réussir dans la musique, quoi.
faut être prêt à se prendre des murs, mais il faut être sûr de ce qu'on veut, de son objectif. Ouais, puis t'es porté par ta passion, en fait, à la fin. Voilà, et ça, c'est ce qui aide beaucoup. C'est ce qui aide beaucoup, parce que évidemment, quand on n'a pas la chance de faire un métier passion, bah, on a un plafond de verre à un moment qui fait juste pourquoi mettre autant d'énergie dans un truc qui nous rend malheureux ou dans quelque chose alors qu'on pourrait mettre dans quelque chose qui nous rend heureux. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est une chance énorme, du coup, de faire ça. Peut-être pour conclure, si tu veux faire une carte blanche, on a un auditeur qui nous écoute, un jeune qui veut se lancer et qui doute, qui entend peut-être ses parents lui dire que c'est trop dur et qu'il va mettre trop longtemps, quoi. Est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Quelqu'un qui doute. Il faut aussi savoir écouter les gens. Il faut savoir écouter si ses parents lui disent qu'il ne réussira. Si il lui déconseille d'emprunter une voie ou une autre, d'ailleurs, il faut essayer de comprendre pourquoi. Enfin, encore une fois, tout est question de compréhension. Est-ce que c'est rationnel ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils mettent leur peur en avant? Est-ce qu'ils ont bien raison statistiquement de dire... Enfin, c'est quand même... je vois par exemple le métier d'acteur, ça a l'air tellement compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs compétences, et donc ça, c'est quand même ce que je pourrais aussi rajouter. C'est voilà, pas mettre tous ses chevaux au même endroit. Hein. Non, c'est pas ça l'expression. Mais voilà, ouais, je sais même pas. tous ses chevaux dans le même panier ou ses œufs sur la même. Voilà, donc vraiment essayer de diversifier ses compétences, essayer de accepter les conseils, les écouter, savoir pourquoi, qu'est-ce qui motive ces conseils. Est-ce que parce que les conseils, c'est bon de les prendre, mais est-ce que les personnes sont compétentes pour donner ces conseils? Est-ce que voilà, tout un ensemble de choses. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être qu'est-ce qui nous rend heureux? Enfin voilà. Bon. Oui, c'est ça, il faut savoir en fait ce qu'on veut au moment où on se lance. Voilà, et puis même si on ne sait pas, en tout cas, il faut faire les choses de manière raisonnée, être sûr, parce que se lancer dans une carrière de comédien à 20 ans, bah, c'est mieux peut-être de le faire à 20 ans qu'à 30 ans, je ne sais pas. En tout cas, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est plutôt maintenant, ou est-ce qu'on peut le remettre à plus tard. Et si jamais on ne peut pas le remettre à plus tard, si on s'en rend compte, et ben de se dire, ah, si je ne le fais pas maintenant, je regretterai. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple, avec ma carrière de chanteur. J'arrivais à un moment où concrètement, si je me lançais pas à ce moment-là, je risquais potentiellement de le regretter plus tard aussi. Ouais, c'est ça. Et au final, même si ça fait peur, bah faut prendre le risque aussi de le tenter, quoi. Si on pense que c'est la meilleure chose à faire, ça dépend de tout le monde. Moi, je pensais que pour mon cas, c'était la meilleure chose et que je voulais pas avoir ce regret-là, en tout cas. J'essaie de vivre quand même en ayant le moins de regrets possible. Bah, c'est tout à ton honneur. Ouais, voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.